Beaucoup a déjà été dit, bien sûr, et écrit sur Malraux et l'Inde, y compris par vous, entre autres dans un papier de 2014. C'est donc une lecture modeste que j'offrirai ici, une lecture qui doit beaucoup aux antimémoires et à quelques sources complémentaires, bien sûr. Alors, bon, on est sous le chapitre de l'autorité. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit l'autorité qui ait le plus fasciné Malraux vis-à-vis de Nehru, mais je reviendrai sur la question, pas forcément sous ce vocable. Malraux est la politique, Malraux est le politique. En fait, les échanges entre Malraux et Nehru débordent largement de ce cadre, et il me faudra l'évoquer, car évidemment, derrière Nehru, il y a l'Inde, et l'image de l'Inde que cultive Malraux. Grand voyageur, grand observateur, coutumier des réflexions et des souvenirs, parcourant l'espace et le temps, Malraux est séduit par Nehru, qu'il définit comme un intellectuel agissant. Et vous parliez de l'intérêt de Malraux pour les hommes d'État ou les politiques qui écrivent. Nehru a beaucoup écrit, en prison entre autres, où il avait du temps. Mais en fait, Malraux interroge moins Nehru sur les défis du pouvoir que sur les questions civilisationnelles. D'une certaine façon, il transpose à l'Inde ce qu'était le dialogue imaginaire entre un Chinois et un Français dans la tentation de l'Occident. En 1967, lors de la parution des Antimémoires, qui compte 3 chapitres sur l'Inde, dont 2 sur Malraux, celui-ci confie à Michel Droit que la place qu'occupe Nehru, je cite, n'est pas majoritairement politique. Or, bien sûr, Nehru est un politique. C'est un homme de l'histoire, nous dit Malraux, au sens d'acteur de l'histoire. Et après la mort du Premier ministre indien en 1964, Malraux dira « Sans doute jamais l'Inde n'aura été plus grande que lorsqu'il était là pour en témoigner. » Mais ce jugement lui-même déborde du politique pour englober tout ce qui intéresse Malraux et qui a nourri ses échanges avec Nehru pendant plus de 20 ans. Je m'arrêterai d'abord sur la première rencontre. Elle a lieu à Paris en 1936. Nehru est alors un dirigeant majeur du Parti du Congrès qui lutte pour l'indépendance. Il est président, la présidence du Congrès, c'est une fonction annuelle. Il est président en 36-37. Et c'est le romancier et philosophe indien Raja Rao, qui a terminé ses études à Montpellier, qui est un parfait francophone, qui met les deux hommes en contact. Il les accompagne dans un restaurant de la place de la Sorbonne avec Jean Guéhenno, qui dirige à ce moment-là la revue Europe, chère à Romain Rolland. Et Rao rend compte de l'entretien en nous disant, mais ça n'étonnera personne, que Malraux parlait comme une mitraillette. Il a fait un texte, Raja Rao, très, très intéressant en fait. Et donc il rend compte de l'entretien et cite Malraux qui s'adresse à Nehru. « Je crois dans l'action, dans l'acte. Nous en Europe, nous sommes tous pressés, mais vous en Orient, et particulièrement en Inde, vous avez une fenêtre sur l'éternité. D'où ma question, monsieur Nehru. Quelle est la relation entre la métempsychose et la non-violence ?» Je crains, répondit Nehru avec sa douceur habituelle, je crains n'avoir jamais réfléchi à cela. Et Malraux d'expliquer. L'Europe est destructrice, suicidaire. Et là, on va retrouver des noms qu'on a déjà entendus. Suicidaire, comme l'a compris Nietzsche. Et qui a mieux compris l'Europe que Nietzsche, ce qui l'a rendu fou? Vous vous rappelez ce que Dostoïevski a dit? L'Europe est un cimetière des idées. Oui, nous ne savons aller au-delà du bien et des mal. Nous ne savons pas, comme les Indiens le savent, aller au-delà de la dualité. L'Inde a Shankara, la France a Descartes. Aristote a semé le désordre en Europe. Il a créé le bien et le mal. Il a fondé la science et nous a éloignés de la sagesse socratique. Il a donc fallu quelques 2000 ans pour que Nietzsche vienne et dise que la vérité est au-delà du bien et du mal. Mais vous le savez mieux que moi, l'Advaita de Shankara n'est pas la non-dualité de Nietzsche.
Il y a une autre question que Malraux pose à Nehru lors de cette rencontre place de la Sorbonne, et Nehru va l'évoquer quand il publiera son ouvrage La découverte de l'Inde. Et la question posée par Nehru, c'est comment l'hindouisme a-t-il pu supplanter le bouddhisme sans guerre de religion ? Quelle vitalité interne ou quelle force le rendait capable d'un tel exploit? Et l'Inde les possédait-elle toujours? Si oui, sa liberté et sa grandeur étaient assurées. Ça, c'est le compte-rendu, en quelque sorte, tardif, que Nehru fait de la question posée par Malraux. Et il ajoute, et je le cite parce que c'est un portrait de Malraux par Nehru, inquiet et préoccupé par les problèmes de l'époque lui aussi, Malraux, avec sa profondeur et son esprit d'analyse, cherchait des lumières partout, dans le passé ou dans le présent, dans la pensée, le discours, l'écrit ou mieux encore dans l'action, dans le jeu de la vie et de la mort. Pour Malraux, de toute évidence, la question n'était pas uniquement d'ordre académique, elle l'habitait et il me la lança dès le début de notre conversation. Alors je vous épargne la réponse pour savoir comment l'hindouisme et le bouddhisme ont eu une dialectique complexe. Mais en tout cas, on retrouvera au fil des voyages de Malraux en Inde et de ses rencontres avec Nehru cette propension définitive très orientaliste de Malraux de disserter avec Nehru de la dualité entre l'Occident et le reste du monde et avec l'Inde en particulier. Les anti-mémoires rapportent à cet égard du grain à moudre, sans omettre totalement le politique, bien sûr. Et le politique, on en parlera davantage lors de la visite de 1958 à Delhi. Malraux est alors ministre de Gaulle, qu'il chargea, je cite, d'aller voir quelques chefs d'État asiatiques dont les relations avec la France n'étaient plus que de convention. Donc Nehru est Premier ministre depuis l'indépendance. Et Malraux, en 1947, Malraux situe le contexte. À un monde où l'ombre de Staline et celle d'Hitler n'avaient pas encore disparu, l'Inde montrait sa libération de l'Angleterre sans une victime anglaise. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Le mot démocratie, malgré la misère, y prenait un sens presque religieux. Démocratie, misère, religion. Bandung avait montré l'autorité de Nehru, le mouvement des non-alignés, qu'avait montré aussi le malaise suscité par son silence devant l'action des Russes à Budapest. Et d'ajouter que la politique de l'Inde ne s'élaborait pas plus au Congrès qu'au Parlement, elle était dans les mains de Nehru, l'héritier de Gandhi. Héritier de Gandhi, l'attaché d'ambassade qui accompagne Malraux tempère le propos. Nehru est un politique. Si le Mahatma n'a été ni président ni Premier ministre, ce n'est pas par hasard. Il signifiait un monde d'une autre nature. Tout ce que signifiait le gandhisme a déjà disparu, dit le jeune diplomate. Mais on n'échappe pas aux politiques. Donc Nehru accueille chaleureusement Malraux, qui n'ignore pas que son hôte est critiqué pour recevoir un ministre français, alors que plane l'ombre de la guerre d'Indochine terminée en 1954, et bien sûr celle de la guerre d'Algérie qui commence la même année. La conversation porte entre autres sur la place du communisme en Inde et en France. Comme le général de Gaulle, dit Malraux, Nehru ne le tenait plus pour capital. On évoque la situation internationale et Malraux juge que Nehru, ne croyant pas à un conflit armé entre l'Union soviétique et les États-Unis, voyait peut-être sans déplaisir une guerre froide qui apportait à l'Inde le concours de deux grands adversaires. Encore une remarque qui rencontre un certain écho contemporain. Et Malraux d'ajouter le refus de choisir entre les nations communistes et les nations capitalistes, celui de justifier les moyens par la fin, ne venait pas d'un libéralisme du XIXe siècle, mais de millénaires de pensée hindoue. Ce rappel constant et inégalement valide à mon gré du paramètre religieux ou spirituel marque d'une forte empreinte la lecture malrussienne de l'Inde. Sur la question, par exemple, de la modernité technique, qui est quelque chose qui revient régulièrement dans les propos de Malraux. Pour Nehru, ajoute Malraux, il y avait son monde,
qui ne se définissait pas en fonction des deux autres, le monde des pays à la fois libérés et sous-développés, et qui devait avant tout changer de civilisation, je cite, en s'occidentalisant, question, dans une certaine mesure, répond Nehru, qui pense, lui, technologie, planification, qui évoque les sciences et les machines qui ont transformé l'Occident en 2 siècles, tout en ajoutant « l'Inde qu'elles feront en 100 ans ne ressemblera ni aux États-Unis ni à l'Europe ». Et donc on retrouve là une thématique chère à Malraux, qu'il aborde à multiples reprises, dans un esprit différent de celui de son interlocuteur, qui lui-même est en décalage avec Gandhi sur le sujet de la technique, bien sûr, et la pensée malrussienne est ici très dichotomique. Je cite, « L'occidental peut tenir pour valeur suprême la connaissance des lois de l'univers, alors que l'hindou tient pour valeur suprême l'accession à l'absolu divin. » Tout en ayant dit plus tôt, je crois que la civilisation des machines est la première civilisation sans valeur suprême. Nehru, l'agnostique, précise pourtant à Malraux « Je ne suis pas intéressé de façon essentielle par la religion, plutôt par sa relation avec l'éthique. Quant aux machines, loin de les opposer à une quelconque sagesse antique, il en veut pour développer l'Inde. » Et il précisera à Malraux « En Asie, l'industrialisation est aujourd'hui un mythe aussi puissant que le fut l'indépendance. » On parle politique, pourtant, on parle géopolitique aussi, d'une certaine façon. Malraux, bien sûr, grand voyageur des civilisations, aborde avec Nehru des questions qu'on dirait aujourd'hui géopolitiques, mais elles ne sont pas centrales dans le récit qu'il en fait. Au-delà de la dialectique de la guerre froide et du communisme, déjà évoqué, on trouve dans les antimémoires quelques passages sur les périls que l'Inde de Nehru doit affronter. Sur le Pakistan, commentaire, l'action non violente était mise en question plus dangereusement par la partition que par l'Angleterre, comme l'avaient montré d'ailleurs les premiers affrontements entre l'Inde et le Pakistan sur le Cachemire, dès 1947-48, l'ambassadeur Ostrorog, accompagnant Malraux, lui précisant, et c'est toujours vrai aujourd'hui au-delà de Malraux, sur le Cachemire, il ne cédera rien. Quant à la Chine, le jugement de Nehru, et là c'est très intéressant, a clairement évolué depuis les années du Panchil, l'accord signé entre Pékin et Delhi en 1954, qui consacre les 5 principes de la coexistence pacifique. Chaque fois que la Chine devient la Chine, elle redevient impérialiste, dit Nehru. On est bien loin de ce qu'il pensait de la Chine de Mao en 1949 ou en 1950. Ajoutant plus loin, nous allons nous trouver tôt ou tard face à la Chine et le peuple n'acceptera plus la non-violence. Et c'est pourtant une Inde de Nehru mal préparée qui perdra la courte guerre de 1962 face à la Chine contestant ses frontières himalayennes. J'ai parlé de la technique, il y a un champ bien sûr auquel on ne peut se soustraire, c'est celui de l'art, un champ central pour Malraux. J'avais beaucoup rencontré le bouddhisme, rappelle-t-il, entre autres lors de son premier voyage dans la région. Ici, c'est la statuaire hindoue que Malraux rencontre. Il y a tout un chapitre là-dessus dans les antimémoires, le temple impressionnant de Madura, en Inde du Sud, les grottes d'Ellora d'Elephanta, outre l'hindouisme de Bénarès. De belles pages des antimémoires qui, d'une certaine façon, font écho au Malraux des écrits sur l'art et à celui de l'univers des formes, et rendent compte aussi des échanges avec Nehru sur la question, dont cette remarque inattendue du Premier ministre indien, entre la religion et l'art, je trouve un accord assez difficile à comprendre. La thèse d'Eveline Lantonnet sur Malraux et l'œuvre d'art, à Paris 3, dans les pages consacrées à Nehru, déborde inévitablement de son sujet central, pour résumer in fine en 3 lignes l'essence de cette relation entre 2 agnostiques. Je la cite. Malraux-Nehru, un face-à-face historique, dont lequel l'Inde a successivement joué le rôle de terre d'accueil, de microcosme représentatif du XXe siècle, où s'affrontent tradition et modernité, de terre de rêve qui sauvegarde un irrépressible besoin de spiritualité. Mais cette quête est aussi agissante, en résultera l'exposition que Malraux propose à Nehru qu'il l'accepte. Ce sera en 1960, Trésor de l'Inde au Grand Palais. Malraux préface un catalogue de plus de 900 pièces et Nehru vient la visiter. Encore une question à traiter, la question sociale. Je cite Malraux.
La lutte pour la libération n'avait pas mis, la libération de l'Inde, n'avait pas mis en question la nature de la société indienne. Son objectif, l'indépendance, était national, non social. Mais l'objectif atteint, la justice sociale devenait un objectif majeur. Or, la conscience de caste était plus forte que la conscience de classe. Or, l'Inde millénaire voyait dans la justice sociale une partie de l'ordre cosmique, et l'ordre cosmique était nécessairement justice. En fait, bien sûr, l'opposition que Nehru rencontra au projet de réforme agraire, entre autres, tint bien moins à l'ordre cosmique, à la volonté des propriétaires fonciers et de leurs représentants au Parlement de préserver leurs privilèges en invoquant le droit à la propriété. Une réalité qui renvoie au constat de Nehru, il faut maintenant que l'Inde lutte contre elle-même. Au total, au-delà des interrogations métaphysiques de Malraux sur les civilisations, les religions, la mort, l'art, c'est bien Nehru le politique au sens des responsabilités historiques qu'assume le Premier ministre à la tête d'une Inde nouvellement indépendante que Malraux admire. Il avait pitié de l'Inde, dit-il, et il en connaissait la misère, mais il la voulait promise un destin unique, voué à devenir la conscience du monde. Les nationalistes d'aujourd'hui veulent faire de l'Inde le gourou du monde, Vishvaku. Nehru tentait l'une des plus profondes métamorphoses du monde. Nehru était le gourou de la nation, le chef de l'idéalisme politique le plus efficace que le monde ait connu. Je conclus. Et pour conclure, je citerai un extrait d'une allocution radiodiffusée par All India Radio, le 7 décembre 1958, une allocution par Malraux à l'Inde, qui a été traduite dans 18 langues à la fin de son séjour dans ce pays sous le titre « Message en l'Inde ». Cette vieille terre de spiritualité est aussi pour beaucoup d'hommes qui ne la verront jamais une jeune terre d'espoir, celle qui n'a retrouvé son indépendance qu'au nom de la justice, celle qui ne veut vaincre sa misère et retrouver sa grandeur qu'au nom de la liberté. L'Inde est aussi une terre des grands rêves, mais la figure du Mahatma Gandhi partout présente ici, qu'est-elle ? Sinon la preuve de ce que peut créer la patience mise au service d'un grand rêve. Et peut-être l'histoire étonnée reconnaîtra-t-elle un jour en la personne de Jawaharlal Nehru et en quelques-unes de celles qui assument ici l'une des plus lourdes tâches de notre temps, des sages venus après un saint. Au moment de quitter l'Inde, je souhaite à son peuple et au guide que celui-ci s'est choisi toute la chance que peut souhaiter un homme, car dans l'organisation de la fraternité, qui sera l'une des entreprises majeures de la civilisation qui commence, la chance de l'Inde sera l'une des chances du monde. Comme le rappelle ce fin politique Natwar Singh, un ancien ministre congressiste des Affaires étrangères, Malraux reçut en 1974, avant sa mort, le prix Jawaharlal Nehru pour la compréhension internationale. En présentant le prix, Indira Gandhi, la fille de Nehru, déclara, en éloge à Malraux, « Peu d'auteurs contemporains ont fait autant que vous pour éveiller dans la pensée européenne la conscience de l'Asie. » Dans sa réponse d'acceptation du prix, que Natwar Singh qualifie à la fois, je ne la cite pas en entier, mais Singh la qualifie à la fois de poétique et pratique, Malraux suggéra la création en Inde d'un institut pour les méthodes d'action internationale. Pourquoi l'Inde, lui demanda-t-on? Réponse, parce que le gandhisme est le seul exemple au monde d'une pensée révolutionnaire qui triompha sans verser le sang. Voilà la politique dans ce qu'elle a de plus noble, fondée sur une philosophie morale, vécue et incarnée, mobilisatrice des foules et créatrice de l'histoire. Je vous remercie.